Le vent glacial balayait les allées du cimetière du Père-Lachaise, agitant les feuilles d'un brun doré qui commençait à s'amonceler autour de la tombe fraîchement creusée. Le ciel de Paris était d'un gris terne, une toile de fond appropriée au chagrin qui pesait sur les personnes endeuillées. Parmi elles se tenait Antoine Dubois, un homme connu pour son immense fortune, son empire financier et le pouvoir qui accompagnait son statut d'un des investisseurs les plus redoutables de la place de Paris. Pourtant, aujourd'hui, rien de tout cela n'avait d'importance. Aujourd'hui, il n'était qu'un homme qui avait perdu sa femme, Sophie. Elle avait été son ancre, la seule à avoir jamais vu l'homme derrière les millions, derrière les décisions impitoyables, derrière le costume 3 pièces. Ils avaient bâti une vie ensemble, une vie remplie d'amour, de rire et de regrets. Le regret de n'avoir jamais eu d'enfant les avait toujours hantés, mais ils avaient appris à vivre avec. Et maintenant, alors qu'il se tenait près de sa tombe, regardant le cercueil être descendu dans la terre, un vide béant s'ouvrit dans sa poitrine. C'était comme si une partie de lui avait été enterrée avec elle. Les funérailles furent grandioses, comme on pouvait s'y attendre. L'élite parisienne s'était rassemblée, certains par chagrin sincère, d'autres simplement parce que c'était l'événement social de la saison. Collègues, partenaires commerciaux et amis s'avancèrent pour offrir leurs condoléances, chaque poignée de main et chaque accolade semblant mécanique. Antoine enregistrait à peine quoi que ce soit. Son monde était devenu silencieux, noyé par les échos du rire de Sophie, la chaleur de sa voix qui n'atteindrait plus jamais ses oreilles. Il voulait que la foule disparaisse, qu'on le laisse seul avec son deuil, mais il savait que c'était impossible. Un homme comme lui n'était jamais vraiment seul, sauf là où ça comptait vraiment. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens commençaient à se disperser, Antoine resta immobile, fixant le bois verni du cercueil, maintenant couvert de terre. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'il resserrait son manteau autour de lui, le froid mordant à travers le tissu. Son chauffeur, Gérard, un homme plus âgé qui était avec la famille Dubois depuis des décennies, attendait patiemment à distance, sachant que son employeur avait besoin de ce moment. Antoine prit une profonde inspiration et se tourna pour partir, quand ses yeux captèrent quelque chose d'inhabituel. 3 petites silhouettes se tenaient près du bord du cimetière, à moitié cachées derrière un mausolée imposant. 3 petites filles identiques, aux cheveux auburn attachés en queue de cheval soignée, portant des manteaux bleu marine assortis. Leurs visages étaient pâles, leurs expressions indéchiffrables, alors qu'elles le regardaient, avec une intensité qui semblait au-delà de leur âge. Elles n'étaient pas habillées comme les autres participants, tandis que la plupart portaient des manteaux noirs coûteux et des écharpes de créateurs. Ces enfants portaient de simples vestes et des robes unies. Elles semblaient avoir environ 8 ans, et il y avait quelque chose d'étrangement synchronisé dans leur façon de se tenir, les mains jointes, comme si elles puisaient leur force l'une de l'autre. Antoine fronça les sourcils, essayant de les situer. Il ne les reconnaissait d'aucune réunion de famille, ni ne semblait appartenir à l'un des associés qui avaient assisté. Pourtant, il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui faisait battre son cœur un peu plus vite, bien qu'il ne pût comprendre pourquoi. L'une des filles, il ne pouvait dire laquelle tant elles étaient identiques, fit un pas hésitant en avant, puis s'arrêta, comme si elle reconsidérait sa décision. Leurs yeux se croisèrent un très bref instant, et Antoine sentit une étrange attirance envers elle. Mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit ou se diriger dans leur direction, toutes les 3 se tournèrent en parfait unisson et s'éloignèrent, disparaissant derrière le grand mausolée. « Monsieur !» La voix de Gérard traversa ses pensées. « La voiture est prête. » Antoine jeta un coup d'œil dans la direction où les triplés avaient disparu, puis secoua la tête. Ce n'était probablement rien. Peut-être étaient-elles des parentes du gardien du cimetière, ou peut-être vivaient-elles à proximité et étaient simplement curieuses du grand rassemblement. Il écarta l'étrange rencontre et se dirigea vers la voiture, son esprit sombrant déjà dans l'abîme de la perte. Ce soir-là, assis dans son appartement du Marais surplombant les toits de Paris, l'image des 3 filles identiques le hantait.
Il n'avait jamais été du genre à s'attarder sur des inconnus, pourtant il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de significatif dans leur présence au cimetière. Il se versa un verre de cognac, le liquide ambré tourbillonnant sous la lumière tamisée de son bureau. Ses yeux se posèrent sur une photo encadrée de Sophie sur son bureau. « Tu me manques » murmura-t-il, la voix légèrement brisée. Sophie avait toujours été celle qui voyait un sens aux choses, qui croyait que tout arrivait pour une raison. Si elle était là, elle lui aurait dit de ne pas ignorer son intuition à propos des filles. Il soupira et but une gorgée, se disant que c'était juste le chagrin qui jouait des tours à son esprit. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la dernière fois qu'il les verrait. Antoine Dubois n'avait jamais été un homme à ressasser le passé ou à s'obséder sur des moments insignifiants, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image des 3 petites filles identiques. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Il resta éveillé dans son appartement parisien, fixant le plafond, écoutant le bourdonnement lointain de la ville. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il les revoyait, debout près du mausolée, leur visage pâle, leurs mouvements synchronisés, le regardant avec une intensité qui semblait presque familière. Au matin, il s'était convaincu qu'il réfléchissait trop. Les funérailles avaient été émotionnellement épuisantes, et peut-être avait-il simplement imaginé l'importance du moment. Le chagrin pouvait jouer d'étranges tours à l'esprit. L'après-midi suivant, Antoine se retrouva assis dans son bureau, au 34e étage d'une tour de la Défense, fixant d'un air absent des rapports trimestriels. Son assistante avait programmé des réunions consécutives, mais il n'avait prêté attention à aucune d'entre elles. Son esprit était ailleurs, fixé sur les 3 mystérieuses filles. Il avait passé sa vie entière à prendre des décisions calculées, à résoudre des problèmes et à prédire les tendances du marché avec précision. Pourtant, il ne pouvait se défaire du sentiment que c'était quelque chose d'important, quelque chose qu'il devait comprendre. Frustré par lui-même, il prit son téléphone et appela Gérard. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, » dit Antoine dès que son chauffeur répondit. « Vous souvenez-vous de ces 3 petites filles au cimetière hier, celles qui se tenaient près du grand mausolée ?» Il y eut une brève pause avant que Gérard ne réponde. « Oui, monsieur, 3 filles identiques. Elles semblaient observer la cérémonie de loin. » « Exactement. Je dois découvrir qui elles sont. » Antoine passa une main dans ses cheveux poivre et sel, conscient de l'étrangeté de sa demande. « Vérifiez auprès du personnel du cimetière. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Découvrez tout ce que vous pouvez. » Gérard accepta sans poser de questions, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Antoine l'appréciait, et mit fin à l'appel. Plus tard dans la soirée, alors qu'Antoine était assis dans son appartement avec un verre à la main, son téléphone sonna. C'était Gérard. « Monsieur, je les ai trouvés. » Antoine se redressa, son rythme cardiaque s'accélérant. « Qui sont-elles » Leurs noms sont Margot, Chloé et Léa Martin. Elles ont 8 ans. Elles vivent à Nice avec leur tante, Camille Roussel. Gérard hésita. « Monsieur, il y a autre chose. Leur mère était une femme nommée Élise Martin. » Le verre faillit glisser de la main d'Antoine à la mention de ce nom. Élise Martin. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis près d'1 décennie, mais qu'il n'avait jamais oublié. Ils s'étaient rencontrés lors d'un colloque universitaire à la Sorbonne, où elle était une jeune et brillante professeure de littérature. Leur relation avait été brève, mais intense, un tourbillon de passion, de connexion intellectuelle et de possibilités qui avait pris fin lorsque sa carrière exigea un déménagement à Londres. « Monsieur !» La voix de Gérard le ramena au présent. « Il y a plus. Élise est décédée il y a 3 mois. Leucémie. » La gorge d'Antoine se serra. « Et les filles ? Vous avez dit qu'elles ont 8 ans ? » « Oui, monsieur, nées le 12 mai, il y a 9 ans. » 9 ans. Le calendrier correspondait parfaitement à leur relation. Une lourde prise de conscience s'installa sur lui comme un poids. « Merci, Gérard », réussit-il à dire avant de raccrocher. Antoine se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas.
son esprit tourbillonnant d'implications. 3 filles identiques, 8 ans, les filles d'Élise, ses filles. Gérard arriva à l'appartement d'Antoine tôt le lendemain matin avec un dossier en manille à la main. Antoine n'avait pas dormi, son esprit agité de questions, de possibilités et d'une certitude croissante qui menaçait de bouleverser tout son monde. « Tout ce que j'ai pu trouver est ici, monsieur, » dit Gérard en posant le dossier sur la table basse en verre. « Ce n'était pas facile, mais j'ai un ami aux archives. » Antoine hocha la tête, sa main hésitant avant d'ouvrir le dossier. À l'intérieur se trouvaient des actes de naissance pour Margot Hélène Martin, Chloé Rose Martin et Léa Foy. Martin, toutes nées à quelques minutes d'intervalle à l'hôpital américain de Paris. Mère, Élise Martin. Père, non déclaré. Sa gorge se serra en examinant des copies de formulaires d'inscription scolaire, de dossiers médicaux et, enfin, un certificat de décès pour Élise Martin. Cause du décès. Complication d'une leucémie myéloïde aiguë. La tante, Camille Roussel, travaille comme artiste-peintre à Nice, poursuivit Gérard. Elle élève les filles depuis le décès d'Élise. D'après ce que j'ai compris, elles ont des difficultés financières. Les frais médicaux ont anéanti les quelques économies qu'Élise avait. Antoine fixa une coupure de journal sur les réalisations académiques d'Élise. Professeur titulaire de littérature française à l'Université de Nice à 32 ans, auteur publié, respecté dans son domaine, et pendant tout ce temps, élevant seul des triplés. « Il y a encore une chose, » ajouta Gérard avec hésitation. « J'ai trouvé ceci. » Il tendit à Antoine une photographie. 3 petites filles en tutu lors de ce qui semblait être un récital de danse. Leurs visages identiques rayonnaient de joie. Derrière elles se tenait Élise, plus mince que dans le souvenir d'Antoine, ses traits autrefois vifs et maciés, mais son sourire radieux de fierté. Quelque chose se brisa en Antoine. Elle ne lui avait jamais rien dit. Toutes ces années, il avait eu des filles, 3 belles filles, et ne l'avait jamais su. Les avait-elle tenues à l'écart de lui par dépit ou pour une autre raison? « Avez-vous trouvé quelque chose sur la raison pour laquelle elle ne m'a jamais contacté ?» demanda Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. Gérard secoua la tête. « Rien de concret, monsieur, mais j'ai parlé à une voisine qui connaissait bien Élise. Elle a dit qu'elle était farouchement indépendante, ne voulant jamais être vue comme demandant l'aumône. Apparemment, elle a dit à des amis que le père des filles avait clairement fait savoir que sa carrière passait en premier, qu'il était passé à de plus grandes choses. » Antoine ferma les yeux, se souvenant de leur dernière conversation avant son départ pour Londres. Élise lui avait demandé de rester, disant qu'ils pourraient construire quelque chose de réel ensemble. Il avait rejeté cela comme un romantisme peu pratique, lui disant que son chemin de carrière était tracé et ne pouvait pas accommoder de relations sérieuses. Il avait été si jeune, si ambitieux, si stupide. « Découvrez où elles vivent, » dit Antoine, sa décision se cristallisant dans son esprit. « Et leurs horaires, école, activités, tout. »« Monsieur, si je peux me permettre, » dit prudemment Gérard, « ces filles viennent de perdre leur mère. Elles ne vous connaissent pas. Les approcher pourrait être... » « Je sais, » l'interrompit Antoine, « je dois être prudent. Je ne vais pas débarquer dans leur vie en m'annonçant comme leur père. Mais j'ai besoin de les voir, Gérard. J'ai besoin de comprendre ce qu'Élise a créé sans moi. » Cet après-midi-là, Antoine était assis dans sa berline, de l'autre côté de la rue, d'une école primaire sur les collines de Nice, regardant les enfants sortir du bâtiment. Et puis il les vit. 3 filles identiques en uniforme scolaire, bleu marine, sac à dos sur les épaules, marchant ensemble au pas. Ces filles, les filles qui allaient tout changer. Pendant la semaine suivante, Antoine Dubois mena une double vie. Le jour, il était le financier impitoyable de Paris, concluant des affaires et dirigeant des conseils d'administration.
En fin d'après-midi, il était un observateur silencieux, garé discrètement près des studios de danse, des cours d'école et des parcs, des endroits où Margot, Chloé et Léa passaient leur temps. Il apprit leurs habitudes. Les lundis et mercredis, c'étaient les leçons de danse classique. Le jeudi, elles assistaient à un atelier d'art après l'école. Le vendredi, leur tante Camille les emmenait manger une glace chez un petit artisan glacier sur la promenade des Anglais. Il les regardait de loin, reconnaissant des bribes de lui-même en chaque fille. La mâchoire déterminée de Margot, la façon analytique de Chloé d'observer tout, les mouvements gracieux de Léa. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin d'en savoir plus. « Je veux tout », dit Antoine à Gérard. Antécédents médicaux, bulletins scolaires, qui sont leurs amis, quels livres elles lisent. J'ai besoin de les comprendre. Gérard, toujours loyal mais de plus en plus préoccupé, compila ce qu'il put. « Monsieur, dit-il prudemment en lui remettant un autre dossier, il y a quelque chose que vous devriez voir d'abord. » À l'intérieur se trouvait une lettre, non adressée à Antoine, mais aux filles. Elle avait été trouvée parmi les effets personnels d'Élise après sa mort, selon la source de Gérard, à l'hôpital où elle avait passé ses derniers jours. Antoine déplia les pages avec des mains tremblantes, reconnaissant immédiatement l'écriture élégante d'Élise. « Mes chéris, si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai dû vous quitter plus tôt que je ne le voulais. Il y a tant de choses que je devais encore vous apprendre, tant de moments que j'aurais souhaité partager. Mais sachez ceci, vous avez été la plus grande joie de ma vie, mes 3 miracles parfaits. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire à propos de votre père. Son nom est Antoine Dubois. Il était brillant, ambitieux, et pour un bref instant, l'amour de ma vie. Quand j'ai découvert que je vous portais, il était déjà parti pour une nouvelle vie à Londres. J'ai fait un choix alors, peut-être juste, peut-être faux, de ne pas lui parler de vous. Ce n'était pas parce qu'il ne s'en serait pas soucié. C'était parce que je voyais son chemin clairement, un avenir de succès immense qui exigeait son dévouement complet. Je ne pouvais pas supporter d'être celle qui le forcerait à choisir, ou pire, d'être détestée par lui pour avoir changé le cours de sa vie. Alors j'ai choisi pour nous tous, et j'ai embrassé le magnifique défi de vous élever seul. Je n'ai jamais regretté cette décision, pas quand j'ai vu vos premiers sourires, entendu vos premiers mots, ou vous ai regardé faire vos premiers pas. Mais je me suis souvent demandé si vous pourriez un jour avoir besoin de lui, ou si lui pourrait avoir besoin de vous. Si un jour vous souhaitez le trouver, sachez que mon choix ne vous lie pas. Vous avez ce droit. Tout mon amour, pour toujours et à jamais, maman. Antoine lut la lettre 3 fois, les larmes coulant sur son visage. Elle ne lui avait pas caché les filles par méchanceté ou par dépit. Elle lui avait donné la liberté de poursuivre ses ambitions, assumant seule le fardeau. Le poids de son sacrifice l'écrasa. « Elle n'a même jamais essayé de me contacter, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Gérard. « Selon sa sœur, Camille, elle a failli le faire une fois, » dit doucement Gérard. Quand les filles avaient environ 3 ans, Élise avait des difficultés financières. Elle vous a cherché, a découvert que vous aviez épousé Sophie et sembliez construire exactement la vie qu'elle avait imaginée pour vous. Elle a alors décidé de vous laisser tranquille. Antoine ferma les yeux, imaginant Élise, seule avec 3 bambins, travaillant pour les soutenir, ne demandant jamais d'aide, tandis que lui et Sophie avaient tout, sauf les enfants qu'ils désiraient désespérément. L'ironie était insupportable. « Je dois les rencontrer », dit-il finalement. « Pas comme leur père, pas encore. Mais d'une manière ou d'une autre, je dois être dans leur vie. » Antoine était assis sur un banc du parc de la colline du château à Nice, son cœur battant la chamade sous sa tenue décontractée. Fini le costume sur mesure, remplacé par un jean et une simple chemise. Une tentative de paraître moins intimidant. Gérard avait arrangé cette rencontre par l'intermédiaire de Camille Roussel, qui avait été étonnamment réceptive une fois qu'Antoine lui avait expliqué qui il était et lui avait montré la lettre d'Élise.
Elles savent que vous êtes quelqu'un qui a connu leur mère, lui avait dit Camille au téléphone. C'est tout pour l'instant, le reste dépend de vous. Maintenant, alors qu'il regardait le chemin où Camille amènerait les filles, Antoine répétait ce qu'il dirait. Comment se présenter à des enfants qu'on a créés mais jamais connus? Des enfants qui venaient de perdre leur mère et n'avaient aucune idée de qui il était vraiment. Il les aperçut avant qu'elles ne le voient. 3 silhouettes identiques dans des vestes de couleurs différentes. Margot en rouge, Chloé en bleu, Léa en violet. Camille lui avait dit qu'elles insistaient pour porter des couleurs différentes, leur petite rébellion contre le fait d'être vues comme une unité plutôt que 3 individus. Camille croisa son regard et hocha la tête, se penchant pour murmurer quelque chose aux filles. Elles s'approchèrent prudemment, l'étudiant avec des expressions identiques de curiosité et de méfiance. « Les filles, voici Monsieur Dubois, dit Camille, l'ami de votre maman dont je vous ai parlé. » Antoine se leva, se sentant soudainement maladroit et surdimensionné en leur présence. « Bonjour, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Merci de me rencontrer. » Les filles ne dirent rien, maintenant un front uni. Camille désigna une aire de jeu à proximité. « Pourquoi n'iriez-vous pas jouer un peu pendant que Monsieur Dubois et moi discutons ?» Les triplés échangèrent des regards, ayant une de ces conversations silencieuses que seuls les multiples semblent capables d'avoir. Finalement, elles se dirigèrent vers les balançoires, continuant de regarder Antoine par-dessus leurs épaules. « C'est Margot en rouge, » expliqua Camille en s'asseyant à côté de lui. « C'est la protectrice, l'aînée. Chloé en bleu est la penseuse, toujours en train d'analyser, de questionner. Et Léa en violet est la pacificatrice, celle qui ressent tout le plus profondément. » Antoine hocha la tête, essayant de mémoriser leurs différences. « Comme elle ressemble à Élise, » murmura-t-il en regardant les mouvements doux de Léa. « Elles ont toutes des morceaux d'elle, » dit Camille. « Et des morceaux de vous. Margot a votre détermination, Chloé a votre esprit d'analyse, Léa a votre sensibilité artistique, bien que vous ne la reconnaissiez peut-être pas en vous. » Ils regardèrent les filles jouer, gardant leur distance avec les autres enfants, se suffisant à elles-mêmes. « Elles ont traversé tant de choses, » poursuivit Camille. « Élise a été malade pendant presque 1 an avant de... » Elle s'interrompit. Elles sont encore en train de digérer. Margot ne parle presque plus. Chloé fait des cauchemars. Léa dessine la même image, encore et encore. Leur mère, dans un lit d'hôpital. Antoine sentit sa poitrine se serrer. « Je veux les aider. » « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Dubois, elles n'ont pas besoin de votre argent. Elles ont besoin de stabilité, de constance. Si vous comptez être dans leur vie, ça ne peut pas être à moitié. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Margot s'approcha, les 2 autres la suivant. Elle se tint directement devant lui, les bras croisés. « Vous connaissiez vraiment notre maman ?» demanda-t-elle, sa voix forte malgré sa petite taille. Antoine croisa son regard, reconnaissant le défi. « Oui, » dit-il sincèrement, « il y a très longtemps. » « Pourquoi n'êtes-vous jamais venu la voir? Pourquoi ne vous avons-nous jamais rencontré avant ?» Antoine jeta un coup d'œil à Camille, qui lui fit un petit signe de tête. Il se retourna vers Margot. « J'ai vécu loin pendant de nombreuses années. Si j'avais su pour vous 3, je serais venu. » Les yeux de Margot se plissèrent. « Vous êtes riche, n'est-ce pas? J'ai vu votre voiture. »« Margot ?» la réprimanda doucement Camille. « C'est bon, » dit Antoine. « Oui, je le suis. » Les mots suivants de Margot le transpercèrent. « Alors pourquoi n'avez-vous pas aidé maman quand elle était malade? Les gens riches peuvent avoir des médecins spéciaux. » La simplicité de sa logique, l'accusation dans ses yeux. Antoine n'avait aucune défense. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, Léa s'avança et étudia son visage attentivement. « Maman avait une photo de vous, » dit-elle doucement, « dans sa boîte spéciale. »
Pendant un moment, personne ne parla. Puis Chloé, qui avait observé tranquillement toute la scène, posa la question qui changea tout. « Étiez-vous amoureux de maman ?» La question de Chloé resta suspendue dans l'air, et pendant un instant, Antoine eut l'impression d'avoir oublié comment respirer. 3 paires d'yeux identiques le regardaient, dans l'attente, avec une franchise que seuls les enfants pouvaient avoir. Ce n'était pas une négociation en salle de conseil, il n'y avait pas de réponse stratégique qui lui ferait gagner des points ou conclure un marché. Il n'y avait que la vérité. « Oui » dit-il simplement. « Oui, je l'étais. » Quelque chose changea dans les expressions des filles, un changement subtil, mais indubitable. Ce fut Léa qui parla ensuite, sa voix douce. Elle avait un sourire spécial quand elle parlait de vous, différent de son sourire habituel. Antoine déglutit difficilement. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur moi ?» Margot croisa les bras fermement. « Pas grand-chose, juste que vous étiez intelligent et ambitieux et que vous viviez loin. Elle disait que vous alliez changer le monde. » Chloé ajouta, son regard analytique l'évaluant toujours. « L'avez-vous fait ?» La question frappa Antoine comme un coup physique. Avait-il changé le monde? Il avait amassé des milliards, contrôlé les marchés, transformé des horizons avec ses investissements. Mais assis ici, face à ces 3 petites filles, ces filles, tout cela semblait remarquablement creux. « J'ai essayé, » répondit-il honnêtement. « Mais je ne suis pas sûr d'avoir réussi de la manière qui compte vraiment. » Camille se leva, posant une main sur l'épaule de Margot. « Les filles, nous devrions probablement rentrer. Il se fait tard et vous avez danse demain matin. »« Puis-je vous revoir ?» demanda Antoine, la question s'adressant plus au triplé qu'à Camille. Les filles échangèrent des regards, une autre conférence silencieuse ayant lieu. Finalement, Margot parla pour toutes. « Peut-être. On va y réfléchir. » Alors qu'il les regardait s'éloigner, main dans la main avec leur tante, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des décennies, une perte totale de contrôle sur une situation. Ces 3 petits êtres humains détenaient tout le pouvoir, et à juste titre. De retour dans son appartement du Marais cette nuit-là, Antoine se tenait devant les baies vitrées donnant sur Paris, la ville qu'il avait contribué à façonner par d'innombrables investissements et développements. La vue l'avait toujours rempli de satisfaction, mais ce soir, elle le laissait vide. Il parcourut l'espace immaculé, 500 mètres carrés de luxe, qui semblait soudain excessif et solitaire. Les chambres d'amis n'avaient jamais accueilli d'enfants. La cuisine n'avait jamais vu de petites mains faire des dégâts. Les couloirs n'avaient jamais résonné de rire ou de bruit de pas courant de pièce en pièce. Antoine se retrouva dans son bureau, entouré de récompenses, de rapports financiers et de preuves de sa réussite professionnelle. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa « Élever des triplés » dans le moteur de recherche. Bientôt, il fut plongé dans des articles sur la psychologie des naissances multiples, l'importance de reconnaître l'individualité, les défis de développement courant. Au matin, son bureau était couvert de notes. Il avait commandé des livres sur le développement de l'enfant, fait des recherches sur les meilleures écoles de Paris et compilé des informations sur les programmes de danse classique. Il avait même regardé des maisons près de bons arrondissements scolaires, des endroits avec des jardins, des chambres séparées pour chaque fille, de l'espace pour grandir. À l'aube, il appela Gérard. « Je veux que vous libériez mon emploi du temps pour les 2 prochaines semaines. Tout sauf la fusion Collins. Ça reste. » Gérard, habitué à la nature exigeante d'Antoine, mais pas au congé personnel, hésita. « Monsieur, vous avez la réunion des investisseurs à Genève demain, et le conseil s'attend à... » « Annulez tout, » l'interrompit Antoine. « Et trouvez-moi quelqu'un qui s'y connaît en chambre d'enfant. Décorateur, architecte d'intérieur, peu importe comment on les appelle. J'ai besoin de comprendre comment créer un foyer où 3 filles de 8 ans pourraient un jour se sentir à l'aise. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Gérard, masquant sa surprise.
Et dois-je organiser une autre rencontre avec mademoiselle Roussel et les filles ? Antoine fixa la photographie qu'on lui avait donnée des triplés à leur récital de danse. Pas encore. Elles doivent décider quand elles seront prêtes. En attendant, j'ai du travail à faire. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Antoine Dubois se préparait à quelque chose que son argent ne pouvait pas simplement acheter. La confiance de 3 petites filles qui avaient toutes les raisons de garder leur distance et qui détenaient les clés d'un avenir qu'il n'avait jamais imaginé possible. Il fallut 12 jours à Camille pour appeler. 12 jours pendant lesquels Antoine avait fait réaménager l'aile est de son appartement, consulter des psychologues pour enfants et réorganiser toute sa structure d'entreprise pour libérer ses après-midi. 12 jours à se demander s'il aurait un jour des nouvelles de ses filles. « Elles ont un spectacle de danse ce samedi, » dit Camille, sa voix mesurée. « Léa a mentionné que vous pourriez vouloir y assister. » Antoine serra plus fort son téléphone. « Léa a dit ça ?»« Oui, spécifiquement Léa. » Une pause. « Monsieur Dubois, je dois être clair. Elles ne savent pas encore qui vous êtes vraiment. Elles pensent que vous êtes juste un vieil ami d'Élise qui est récemment revenu dans leur vie. »« Je comprends, » répondit Antoine, bien que la supercherie le troublât. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Antoine. »« Alors, Antoine, le spectacle commence à 15 heures, à l'Académie de danse de l'Opéra. » Le samedi, Antoine se retrouva assis au dernier rang d'un petit auditorium rempli de parents, de grands-parents et de frères et sœurs, tenant des bouquets et des appareils photos. Il se sentait manifestement déplacé dans ses vêtements décontractés, toujours incapable de se fondre dans la masse malgré ses efforts. Le programme indiquait les triplés dans la performance du groupe intermédiaire, la valse des fleurs de casse-noisette. Quand elles apparurent sur scène dans des tutus roses pâles identiques, le souffle d'Antoine se coupa. Elles se déplaçaient avec une grâce surprenante pour des enfants de 8 ans, leur synchronisation à la fois étrange et magnifique. Pourtant, même en parfait unisson, il pouvait voir leurs différences. Les mouvements de Margot plus précis, ceux de Chloé plus techniques, ceux de Léa plus expressifs. « Elles sont très talentueuses, » murmura une femme à côté de lui. « Une telle discipline à leur âge. » Antoine hocha la tête, incapable de parler au-delà de la boule dans sa gorge. La fierté, inconnue et écrasante, l'envahit. Ces enfants extraordinaires partageaient son ADN. Pourtant, ils n'avaient rien eu à voir avec leur développement, leur talent, leur résilience. Après la représentation, il attendit dans le hall, un petit bouquet à la main. Quand les triplés émergèrent avec Camille, leur visage rougi par l'effort et l'excitation, Léa le repéra la première. Elle tira sur la manche de Margot et montra du doigt. Les 3 s'approchèrent, encore dans leur maquillage de scène et leur tutu. « Vous êtes venus, » dit Léa, une pointe de surprise dans sa voix. « J'ai dit que je le ferais, » répondit Antoine, s'agenouillant à leur niveau et offrant les fleurs. « Vous avez été incroyable sur scène. » Chloé accepta le bouquet, l'examinant avec son regard analytique habituel. « Ce sont des roses de spécialité. On ne les vend pas chez les fleuristes ordinaires. » Antoine sourit. « Tu connais tes fleurs. »« Maman était botaniste avant de devenir professeure, » dit Margot, sa garde toujours haute, mais légèrement moins hostile qu'avant. « Elle nous a appris tous les noms latins. »« Rosa centifolia » ajouta doucement Léa, « la préférée de maman. » Le cœur d'Antoine fit un bond. Il avait choisi la préférée d'Élise sans le savoir, une coïncidence qui semblait significative. « Aimeriez-vous prendre une glace ?» offrit-il. « Pour célébrer votre performance ?» Les filles regardèrent Camille, qui hocha la tête. « Nous y allions de toute façon. Vous êtes le bienvenu pour vous joindre à nous, Antoine. » Chez le glacier, Antoine regarda les filles débattre des parfums avec intensité, négociant les goûts et les combinaisons comme des diplomates chevronnés.
Quand elles s'assirent enfin avec leur coupe de glace élaborée, il remarqua que Chloé l'étudiait par-dessus sa cuillère. « Pourquoi êtes-vous revenu maintenant ?» demanda-t-elle soudainement. « Après la mort de maman ?» Camille se tendit, mais Antoine s'était préparé à cette question. « Je n'étais pas au courant du décès de votre mère jusqu'à récemment, » dit-il sincèrement. « Quand je l'ai appris, j'ai voulu vous rencontrer parce que... » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Parce que votre mère était très spéciale pour moi, et j'ai pensé que je pourrais peut-être être un ami pour vous trois. »« On a des amis, » dit sèchement Margot. « Bien sûr que vous en avez, » reconnut Antoine. « Mais parfois, c'est bien d'avoir aussi des amis adultes, des gens qui peuvent t'aider avec différentes choses. »« Comme quoi ?» demanda Léa, curieuse. Antoine réfléchit un instant. « Eh bien, je connais assez bien Paris. Je pourrais vous montrer des endroits que votre mère aurait pu apprécier, ou aider avec les devoirs, ou simplement écouter si vous avez envie de parler. » Les triplés échangèrent des regards, ayant une autre de leurs conversations silencieuses. « On va y réfléchir, » dit finalement Margot, sa réponse standard. Mais alors qu'il partait, Léa glissa sa petite main dans celle d'Antoine, juste un instant. « Merci pour les fleurs, » murmura-t-elle, « et d'être venu nous voir danser. » C'était un geste minuscule, mais pour Antoine, il semblait monumental. Le premier pont fragile à travers le gouffre qui les séparait. « Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Gérard, lorgnant le modeste immeuble haussmannien de Montmartre. Antoine ajusta le col de sa chemise, étrangement nerveux. « Camille m'a invité. Elle a dit que les filles voulaient me montrer quelque chose. » Cela faisait 3 semaines depuis le spectacle de danse. Depuis, Antoine avait assisté à une autre représentation, les avait rejointes pour une glace 2 fois, et avait même regardé un film pour enfants sur des animaux qui parlent qu'il avait trouvé étonnamment captivant. Chaque interaction avait été brève, soigneusement supervisée par Camille, et se terminait avant qu'un réel progrès puisse être fait. Mais ceci, être invité chez elle, semblait être une étape significative. Camille ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper, le saluant avec un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Elles sont excitées, » dit-elle à voix basse, « ce qui est nouveau. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous qu'elles sont encore fragiles. » L'appartement était petit mais chaleureux, les murs couverts de dessins d'enfants, les étagères débordant de volumes bien-aimés, et des photographies partout. Tellement de photographies. Élise avec les filles bébés, puis Bambin, à la plage, dans la neige, soufflant des bougies d'anniversaire. Un documentaire d'une vie qu'il avait manqué entièrement. Monsieur Dubois. Léa le repéra la première, se précipitant de ce qui semblait être la cuisine. Son visage était maculé de farine, ses yeux brillants. « On fait les sablés de maman. Venez voir. » Il la suivit dans une minuscule cuisine où Margot et Chloé mesuraient soigneusement les ingrédients. 3 tabourets identiques leur permettaient d'atteindre le comptoir et 3 tabliers assortis protégeaient leurs vêtements. « Léa, lave-toi encore les mains, » ordonna Margot, toujours l'autorité. Elle jeta un coup d'œil à Antoine. C'était la recette spéciale de maman. On les fait les jours importants. Antoine hocha la tête, comprenant l'importance d'être inclus dans ce rituel. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui important? Les triplés échangèrent des regards. C'est l'anniversaire de maman, expliqua finalement Chloé, sa voix factuelle, malgré l'émotion derrière les mots. On cuisine toujours ensemble pour les anniversaires. La gorge d'Antoine se serra. « Je suis honoré que vous me laissiez faire partie de ça, » dit-il honnêtement. Pendant l'heure suivante, il les regarda travailler avec une coordination surprenante, chaque fille s'occupant de tâches différentes. Léa mélangeait, Chloé mesurait, Margot supervisait l'opération. Camille surveillait depuis le seuil de la porte, son expression s'adoucissant en regardant l'émerveillement sincère d'Antoine devant les capacités des filles. « Après les sablés, on veut vous montrer notre chambre », annonça Léa une fois la première fournée au four.
Leur chambre était petite pour 3 filles en pleine croissance. 3 lits étroits, disposés comme les rayons d'une roue, chacun avec une literie distinctive qui reflétait leur personnalité. Le coin de Margot était net et organisé, avec des livres rangés par taille. Le coin de Chloé abritait un petit télescope et une collection de roches. L'espace de Léa débordait d'animaux en peluche et de carnets de croquis. « Maman nous a laissé décorer chacune notre section », expliqua Chloé, désignant les murs divisés en 3 palettes de couleurs distinctes. Elle disait que même si on se ressemble, on n'est pas pareils à l'intérieur. « Ça ressemble à un bon conseil », dit Antoine, observant attentivement chaque détail de leur espace de vie. « Ça, c'était ta maman », dit soudainement Margot, ouvrant une boîte en bois sur un petit bureau qu'elle partageait apparemment. À l'intérieur se trouvait une collection de trésors, des talons de billets, des fleurs séchées, quelques bijoux simples et une photographie qu'Antoine reconnut immédiatement. C'était lui et Élise, jeunes et riants, son bras autour de ses épaules, alors qu'ils se tenaient dans la cour de la Sorbonne. Il se souvenait parfaitement de la journée. Les feuilles du début de l'automne commençaient tout juste à tourner. Élise venait d'apprendre qu'elle avait reçu une bourse de recherche qu'elle espérait. « Elle a gardé ça ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les filles. « Elle disait que vous étiez sa personne et si » offrit doucement Léa. Antoine leva les yeux, confus. « Ça quoi ?»« Sa personne et si ?» répéta Chloé. La personne qui lui faisait se demander comment aurait été la vie si les choses avaient été différentes. La simplicité de l'explication frappa Antoine avec une force inattendue. Il était le « et si » d'Élise, tout comme elle avait été le sien dans les moments calmes où le succès semblait vide et les réalisations creuses. « Avez-vous une personne et si ?» demanda Margot, sa garde momentanément baissée par le moment de vulnérabilité partagée. Antoine les regarda toutes les 3, ces parfaites combinaisons de lui-même et d'Élise, et hocha la tête. « J'en avais une. C'était votre mère. » La minuterie du four le sauva de l'émotion qui menaçait de le submerger. Alors qu'elle se précipitait pour vérifier leur sablé, il resta un instant dans leur chambre, touchant doucement la photographie avant de la remettre dans la boîte. Élise l'avait gardée dans sa vie, à sa manière. Maintenant, il devait gagner le droit d'être dans la vie de leur fille, à la sienne. L'automne s'installa sur Paris, peignant le jardin du Luxembourg dans des teintes d'ambre et d'or. Antoine se retrouva à passer sa pause déjeuner, assis sur un banc près du bassin, regardant les feuilles d'automne dériver sur la surface de l'eau, pensant à 3 petites filles qui avaient progressivement commencé à occuper ses pensées, ses projets, et de plus en plus son cœur. Les triplés étaient tombés dans une sorte de routine avec lui. Les samedis après-midi étaient consacrés à divers musées, parcs ou librairies, toujours avec Camille à proximité, toujours soigneusement chronométrés et structurés. Antoine avait appris à naviguer leurs personnalités distinctes, apportant des livres d'astronomie pour Chloé, de nouvelles ballerines pour Léa et des romans soigneusement sélectionnés pour Margot, qui restait la plus gardée des 3. Aujourd'hui, cependant, Antoine n'était pas censé les voir. Il était assis seul, passant en revue des contrats sur sa tablette, quand son téléphone sonna avec un message de Camille. « Les filles ont une demi-journée d'école. Je me demandais si vous seriez libre cet après-midi. Il y a quelque chose qu'elles veulent vous demander. » Antoine réorganisa 3 réunions et une conférence téléphonique sans hésitation, puis se dirigea vers leur endroit préféré, un petit salon de thé près du Muséum national d'histoire naturelle, où le propriétaire donnait toujours aux filles un supplément de crème chantilly sur leur chocolat chaud. Quand il arriva, elles étaient déjà assises à ce qui était devenu leur table. Margot lisait, Chloé expliquait quelque chose avec des gestes élaborés, et Léa dessinait dans son carnet de croquis, toujours présent. Elles levèrent les yeux à son approche, et il fut de nouveau frappé par leur ressemblance et leur différence. « Vous êtes venus ?» s'exclama Léa, la plus ouvertement affectueuse des 3. « Bien sûr », dit Antoine en se glissant dans la chaise vide.
Camille a dit que vous vouliez me demander quelque chose. » Les triplés échangèrent des regards, leur communication silencieuse à l'œuvre. Finalement, Margot ferma son livre et le regarda directement. « On a un projet pour l'école, » commença-t-elle formellement, « sur le patrimoine familial. » Le cœur d'Antoine fit un bond au mot « famille », mais il garda une expression neutre. « Chacun doit faire une présentation sur l'origine de ses ancêtres, » poursuivit Chloé, remontant ses lunettes sur son nez, avec des photographies et des objets et des trucs. Léa ajouta « Maman avait des choses de son côté, mais on ne sait rien sûr. » Elle s'interrompit, mais l'implication était claire. Elle ne savait rien du côté de leur père, parce qu'elle ne savait pas qui était leur père. « Camille a dit que vous connaissiez beaucoup d'amis de maman de l'université, » dit prudemment Margot. « On a pensé que vous pourriez peut-être nous aider à trouver des informations sur d'autres personnes qu'elle connaissait. » Antoine jeta un coup d'œil à Camille, qui lui fit un petit signe de tête, l'autorisation de naviguer sur ce terrain délicat. « Je serais heureux de vous aider, » dit-il, gardant sa voix égale malgré l'émotion qui montait en lui. « Le projet est pour quand ?»« Dans 2 semaines, » dit Chloé. « On doit apporter des photos et parler des traditions et des trucs. » Antoine réfléchit rapidement. « Eh bien, il se trouve que je sais que la famille de votre mère venait d'Écosse à l'origine, et elle adorait leurs traditions. Une fois, elle m'a fait goûter du haggis. » Léa gloussa. « C'est quoi, le haggis ?»« Quelque chose de vraiment terrible, » dit Antoine avec un sérieux simulé, gagnant des sourires des 3 filles. « Mais je pourrais vous en dire plus à ce sujet, et peut-être vous aider à faire des recherches sur certaines traditions écossaises pour votre projet. » « Ce serait bien, » dit Margot, toujours formelle, mais légèrement moins sur la défensive. « Si vous voulez, » ajouta timidement Léa, « vous pourriez venir à notre appartement ce week-end pour y travailler. On a tous les vieux albums photos de maman là-bas. » Antoine croisa de nouveau le regard de Camille, voyant sa subtile surprise à l'invitation. C'était la première fois que les filles lui demandaient de venir chez elles, plutôt que de se rencontrer en terrain neutre. « J'aimerais beaucoup ça, » dit-il, essayant de retenir l'émotion de sa voix. Alors qu'elles finissaient de leur chocolat chaud, Antoine remarqua que Chloé l'étudiait avec son regard analytique. « Vos yeux se plissent au coin quand vous souriez, » observa-t-elle, « exactement comme ceux de Léa. » La simple observation le traversa comme une décharge électrique. Sentait-elle d'une manière ou d'une autre leur lien avec lui ? Devenait-il visible pour elle dans les petites similitudes qu'elle partageait ? « Vraiment ?» réussit-il à dire légèrement alors que Camille changeait doucement de sujet. Mais plus tard, en les regardant partir, Antoine sut que quelque chose avait changé. Les filles l'avaient invité dans leur maison, dans leurs projets, dans leurs questions sur le patrimoine et la famille. Elles ouvraient une porte, même légèrement, qui pourrait éventuellement mener à la vérité. Pour la première fois, il s'autorisa à espérer qu'un jour, elle pourrait non seulement le connaître comme leur père, mais l'accepter comme leur papa. L'immeuble de Montmartre semblait différent cette fois, alors qu'Antoine montait les marches de l'appartement de Camille. Il sentit le subtil changement d'intention. Ce n'était pas juste une visite décontractée. Les triplés l'avaient invité spécifiquement pour les aider avec leur projet sur le patrimoine, un projet sur la famille. Son estomac se noua alors qu'il frappait à la porte. Margot répondit, son visage sérieux comme toujours. « Vous êtes exactement à l'heure, » observa-t-elle en s'écartant pour le laisser entrer. Antoine avait appris que la ponctualité l'impressionnait. C'était une enfant qui appréciait l'ordre et la fiabilité. À l'intérieur, le salon avait été transformé en quartier général de projet. La table basse était couverte de fournitures de bricolage, et des albums photos étaient empilés soigneusement sur le canapé. Léa était à genoux sur le sol, arrangeant du papier de couleur, tandis que Chloé était assise en tailleur avec un ordinateur portable ouvert, clairement plongé dans ses recherches. « On fait un panneau de présentation en triptyque, » expliqua Chloé sans lever les yeux. « Une section pour le patrimoine de maman,
Une pour l'Écosse, comme vous avez dit, et une pour... » Elle hésita, puis termina. « La culture générale de Paris. » Antoine comprit le vide dans leur projet, là où le patrimoine de leur père aurait dû être. Il posa le sac qu'il avait apporté et s'assit sur le bord du canapé. « J'ai apporté des choses qui pourraient t'aider, » dit-il en plongeant la main dans le sac. « Des livres sur les clans écossais, des photographies d'Édimbourg, d'où vient la famille de votre mère, et... » Il fit une pause pour un effet dramatique. D'authentiques sablés écossais. Les yeux de Léa s'illuminèrent à la mention des friandises, mais ce fut Margot qui parla. « Avant de commencer, dit-elle, sa petite voix étonnamment autoritaire, on doit parler de quelque chose d'important. » Antoine sentit sa poitrine se serrer. « Bien sûr. » Les triplés échangèrent des regards, et Camille, qui observait depuis le seuil de la cuisine, vint s'asseoir à proximité, assez près pour soutenir les filles, mais leur laissant l'espace de parler elle-même. « On a eu une réunion de famille, » poursuivit Margot, clairement la porte-parole désignée. « À propos de vous ? À propos de moi ?» Antoine garda un ton léger, malgré son cœur qui battait la chamade. « Oui, » confirma Chloé. « On a parlé de pourquoi vous passez du temps avec nous et de ce que ça signifie. » Léa hocha la tête avec ferveur. « Et on a établi des règles. » Antoine cligna des yeux, surpris par leur franchise. « Je vois. Puis-je entendre ces règles ?» Margot sortit un morceau de papier plié de sa poche et l'ouvrit soigneusement. « Règle numéro 1. Vous pouvez être notre ami, mais vous ne pouvez pas essayer de remplacer maman. » « Je n'essaierai jamais de faire ça, » dit doucement Antoine. « Votre mère était irremplaçable. » Margot hocha la tête, satisfaite, et continua. « Règle numéro 2. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous devez le faire. Pas de promesses rompues. »« Absolument d'accord, » dit Antoine. « Règle numéro 3, intervint Chloé. « Pas de tentative d'acheter notre amitié avec des cadeaux chers. » Léa voulait ajouter « sauf pour les anniversaires », mais on a voté et décidé qu'il n'y aurait pas d'exception. Antoine sourit malgré lui. « C'est juste. » Règle numéro 4, ajouta doucement Léa. « Vous devez être honnête avec nous. » La pièce devint silencieuse. Antoine sentit les yeux de Camille sur lui, le poids du moment pesant sur lui. « Toujours, » promit-il, bien que l'ironie de cet engagement ne lui échappât pas. Le voilà, acceptant l'honnêteté tout en dissimulant la vérité la plus fondamentale. « Et règle numéro 5, conclut Margot, si on décide qu'on ne veut plus vous voir, vous devez le respecter. » Cette dernière règle frappa Antoine comme un coup physique. La possibilité que ces 3 petites filles puissent simplement décider de le retirer de leur vie, à nouveau. C'était presque insupportable à envisager, mais il comprenait leur besoin de contrôle, de limite, dans un monde où tant de choses leur avaient été enlevées. « J'accepte toutes vos règles, » dit-il solennellement. « Merci d'être si clair sur ce dont vous avez besoin. » Quelque chose dans la posture de Margot se détendit légèrement. Elle plia le papier et le remit dans sa poche. « D'accord. Alors on peut commencer le projet maintenant. » Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent ensemble, assemblant leurs présentations. Antoine prit soin de partager des histoires sur les années d'université d'Élise, sur les traditions écossaises, mais sans jamais s'approcher trop près des questions sur la paternité. Quand Léa découvrit finalement les sablés et insista pour qu'ils fassent une pause goûter, l'atmosphère s'était considérablement éclaircie. Alors qu'Antoine aidait Chloé à rechercher les tartans des clans, elle demanda soudainement « Vous connaissiez notre papa ?» Il faillit laisser tomber le livre qu'il tenait. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Elle haussa les épaules, les yeux toujours sur son écran d'ordinateur. « Juste comme ça. Maman ne parlait jamais beaucoup de lui. » Avant qu'Antoine ne puisse formuler une réponse, Camille intervint en douceur. « Les filles, pourquoi ne montrez-vous pas à Monsieur Dubois les photos que vous avez sélectionnées pour la section Écosse ?» Le moment passa, mais alors qu'Antoine rentrait chez lui plus tard,
la question de Chloé résonnait dans son esprit. Les filles étaient intelligentes, observatrices. Combien de temps avant qu'elles ne commencent à faire le lien? Et quand elles le feraient, pardonneraient-elles la tromperie nécessaire? Et la patinoire du Grand Palais? Suggéra Antoine, jetant un coup d'œil de l'autre côté de la table au triplé alors qu'elles finissaient leur sandwich. C'était un samedi après-midi, l'air frais de novembre filtrant à travers les fenêtres du café. Leur sortie hebdomadaire habituelle devenait une routine confortable. Margot secoua la tête de manière décisive. « On y est déjà allé 5 fois. Maman nous y emmenait chaque printemps. »« Le muséum d'histoire naturelle, alors ?» tenta-t-il à nouveau. « Déjà vu aussi ?» dit Chloé en ajustant ses lunettes. « On a vu tous les dinosaures 2 fois. » Antoine hocha la tête, réalisant qu'il devait suggérer quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne se chevaucherait pas avec leurs souvenirs de sortie avec Élise. Il avait été prudent à ce sujet, ne remplaçant pas leurs expériences avec elle, mais créant des expériences différentes qui pourraient exister aux côtés de ces précieux souvenirs. « Et le patinage sur glace ?» suggéra soudainement Léa, ses yeux s'illuminant. « On n'a jamais fait de patinage sur glace. » Antoine sourit. « La patinoire de l'hôtel de ville. Ça pourrait être amusant. » « On ne sait pas comment faire, » dit immédiatement Margot, sa nature pratique refaisant surface. « Je pourrais vous apprendre, » offrit Antoine. « Je patinais quand j'avais votre âge. » Les filles échangèrent des regards, ayant une de leurs conversations silencieuses, avant que Margot n'acquiesce. « D'accord, mais on ne sera peut-être pas doué. »« C'est ça qui est amusant, » l'assura Antoine. Apprendre quelque chose de nouveau ensemble. 1 heure plus tard, ils étaient à la patinoire, les filles emmitouflées dans des écharpes et des moufles assortis sur lesquels Camille avait insisté, malgré la préférence habituelle des triplés pour des couleurs distinctes. Antoine avait organisé une leçon privée avec un moniteur professionnel, non pas pour étaler sa richesse, mais parce qu'il pensait que les filles se sentiraient les plus à l'aise pour apprendre dans un cadre moins bondé. Margot aborda la glace avec détermination, Chloé avec une analyse minutieuse, et Léa avec une trépidation excitée. Chacune tomba dans les 5 premières minutes. Léa en gloussant, Chloé en examinant comment c'était arrivé, et Margot en se relevant immédiatement pour réessayer. Antoine se déplaçait entre elles, offrant une main stabilisatrice, des instructions de base et des encouragements constants. À la 2e heure, toutes les 3 pouvaient faire le tour de la patinoire avec une aide minimale, leur confiance grandissant à chaque tour. « Regarde-moi » cria Léa, lâchant la main d'Antoine pour glisser en avant de manière indépendante. Elle vacilla, mais maintint son équilibre, son visage illuminé par l'accomplissement. « Je le fais aussi », se joignit Chloé, tentant une petite pirouette qui faillit se terminer en désastre avant qu'Antoine ne lui attrape le coude. Même Margot semblait s'amuser, son expression habituellement sérieuse adoucie par la concentration alors qu'elle perfectionnait sa technique. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les filles se fatiguèrent mais refusèrent d'abandonner, déterminées à maîtriser cette nouvelle compétence. Quand Léa fit finalement une grosse chute, les larmes lui montant aux yeux, malgré ses efforts pour être courageuse, Antoine s'agenouilla à côté d'elle sur la glace. « Tu sais, » dit-il doucement, « même les patineurs professionnels tombent. L'important, c'est de se relever. » Léa renifla. « Est-ce que ça fait toujours aussi mal ?»« Pas toujours, » dit Antoine honnêtement. « Ça devient plus facile et tu deviens plus forte. » Elle étudia son visage, puis hocha la tête et le laissa l'aider à se relever. Alors qu'ils retournèrent là où Camille attendait avec du chocolat chaud, Léa glissa sa petite main dans celle d'Antoine. « C'était amusant, » dit-elle simplement. « Même les chutes. » Chloé hocha la tête en accord. La physique du patinage est vraiment intéressante. La lame crée une friction contre la glace.
ce qui fait fondre une minuscule couche sur laquelle on glisse, mais elle regèle immédiatement après. « Chloé !» l'interrompit Margot en levant les yeux au ciel. « Tout n'a pas besoin d'une leçon de science. » Antoine rit. « En fait, je trouve ça fascinant. Peut-être qu'on pourrait trouver des livres sur la science du sport. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent à cette suggestion, et même Margot parut intéressée. Assis en buvant leur chocolat chaud, les joues rougies par l'effort et le froid, Antoine sentit quelque chose changer. La journée n'avait apporté aucune grande révélation, aucune percée émotionnelle, juste le simple plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau ensemble, de tomber et de se relever, de construire des souvenirs qui appartenaient uniquement à eux quatre. Quand il les déposa plus tard chez Camille, Margot le surprit en disant « Samedi prochain, on peut retourner patiner ? Je veux m'entraîner sur mes pirouettes. » Ce n'était pas une déclaration émotionnelle, mais de la part de Margot, c'était significatif. Une indication claire qu'elle voulait qu'ils reviennent, qu'elle avait des projets pour leur avenir ensemble. « Absolument, » dit Antoine, le cœur plus plein qu'il ne l'avait été depuis des années. « Samedi prochain, c'est noté. » La bijouterie de la place Vendôme était habituée à servir des clients fortunés, mais même eux semblaient impressionnés par la demande d'Antoine Dubois. 3 médaillons identiques, conçus sur mesure, expliqua-t-il au maître joaillier. Je les veux similaires, mais avec des différences subtiles qui reflètent 3 personnalités distinctes. Le joaillier hocha la tête, prenant des notes. Et les gravures que vous avez mentionnées ? Antoine lui tendit un morceau de papier avec 3 variations du même message. Il avait passé des semaines à réfléchir à ce cadeau, voulant qu'il soit significatif, mais pas écrasant, quelque chose que les filles pourraient chérir sans se sentir mal à l'aise. « Je les voudrais pour samedi prochain », ajouta-t-il. « Monsieur Dubois, un travail sur mesure de ce calibre nécessite généralement… » « Le prix n'est pas un problème, » l'interrompit doucement Antoine. « C'est important. » Le samedi suivant était le 9e anniversaire des triplés. Camille l'avait invité à la petite fête dans leur appartement, une autre étape importante dans sa relation en évolution progressive avec les filles. Au cours des derniers mois, il s'était installé dans une routine confortable. Les samedis étaient pour les sorties. Les mardis, il se joignait parfois à eux pour le dîner. Et occasionnellement, il assistait à des événements scolaires ou à des récitals de danse. Il en avait appris davantage sur leurs personnalités individuelles, la protection féroce de Margot envers ses sœurs et son amour secret de la poésie, l'esprit brillant de Chloé et sa collection de revues scientifiques, le talent artistique de Léa et sa capacité à sentir les émotions des autres. Elles n'étaient plus seulement les triplés, pour lui, elles étaient 3 petites filles distinctes et extraordinaire. La fête d'anniversaire était petite, juste Camille, quelques amis de l'école et Antoine. Les filles avaient demandé pas de décoration de petits, mais Camille avait fait un compromis avec des ballons bleus et argentés sophistiqués et un gâteau en forme de pile de livres combinant l'amour de la lecture de Margot, l'amour du savoir de Chloé et l'appréciation du design artistique de Léa. Quand vint le moment des cadeaux, Antoine attendit que les autres cadeaux aient été ouverts, de nouvelles ballerines de la part de Camille, des livres d'amis, des fournitures d'art et des kits scientifiques. Finalement, il tendit à chaque fille une petite boîte élégamment emballée. « C'est spécial, » dit-il doucement. « Quelque chose que j'ai pensé que vous aimeriez avoir. » Les triplés ouvrirent leur boîte simultanément, comme elles le faisaient souvent pour les choses importantes. À l'intérieur de chacune se trouvait un médaillon en argent sterling, de forme ovale, mais avec des variations subtiles. Celui de Margot avait un design légèrement plus anguleux, celui de Chloé présentait un petit saphir, et les bords de celui de Léa étaient doucement festonnés. « Ils sont magnifiques », murmura Léa, ouvrant déjà le sien. À l'intérieur de chaque médaillon se trouvait une minuscule photographie d'Élise, souriante comme les filles se souvenaient d'elle avant sa maladie. Et de l'autre côté, une gravure. Dans celui de Margot, « La force de ta mère vit en toi ». Dans celui de Chloé, « La sagesse de ta mère vit en toi ». Dans celui de Léa, « Le cœur de ta mère
vit en toi. » La pièce devint silencieuse, alors que chaque fille lisait son message. Antoine retint son souffle, craignant soudain d'avoir outrepassé ses droits. Avait-il trop présumé, rendu le cadeau trop personnel? Ce fut Margot qui bougea la première, fermant soigneusement son médaillon et passant la chaîne autour de son cou. Chloé suivit, ajustant la longueur pour que le médaillon repose parfaitement au centre. Léa leva les yeux vers Antoine, ses yeux brillants de larmes avant de mettre le sien. « Comment saviez-vous » demanda-t-elle à voix basse. « Savoir quoi » demanda Antoine. « Que maman nous disait toujours ces choses » expliqua Margot, sa voix inhabituellement douce. « Elle m'appelait sa force. »« Et moi sa sagesse » ajouta Chloé. « Et moi son cœur » termina Léa. Antoine sentit ses propres yeux s'embuer. « Je ne le savais pas » admit-il. « Mais votre mère m'a dit un jour qu'elle voyait ces qualités en elle. Je suppose qu'elle les a transmises à chacune de vous. » Camille, qui regardait de près, lui fit un petit signe d'approbation. Bien qu'il n'ait jamais discuté explicitement de sa véritable relation avec les filles, Antoine soupçonnait qu'elle avait deviné, ou peut-être qu'Élise s'était confiée à sa sœur avant sa mort. Alors que la fête se poursuivait, Antoine remarqua que chaque fille touchait son médaillon de temps en temps, un nouveau geste qui semblait les réconforter. Quand il fut temps de partir, Léa le serra fort dans ses bras, comme c'était devenu son habitude. Chloé lui offrit son high-five habituel avec un sourire sincère. Et Margot, toujours réservée mais plus douce maintenant, fit quelque chose de nouveau. Elle tendit la main, formellement. « Merci d'être venu à notre anniversaire, » dit-elle avec la solennité d'une enfant de 9 ans, « et de vous souvenir de maman dans nos cadeaux. » Antoine serra sa petite main, égalant son sérieux. « Merci de m'avoir inclus dans votre célébration. » En quittant l'immeuble, il remarqua les 3 filles debout à la fenêtre, le regardant partir. 3 visages identiques avec 3 expressions différentes, chacune portant le médaillon qui les reliait à leur mère, et maintenant, d'une petite manière, à lui. L'hiver s'installa sur Paris, transformant la ville en un paysage de bâtiments saupoudrés de blanc et de vitres embuées. Pour Antoine, le changement de saison apporta de nouveaux rythmes à sa relation en évolution avec les triplés. Le patinage sur glace du samedi était devenu une tradition, les filles s'améliorant chaque semaine. Les dîners du mardi présentaient désormais des débats animés sur les livres, les faits scientifiques et les techniques de ballet. Et occasionnellement, quand Camille avait besoin d'une soirée pour elle, Antoine intervenait, pas tout à fait pour du babysitting, comme Margot le soulignait fermement, mais pour passer du temps. Lors d'une de ces soirées, début décembre, Antoine arriva à l'immeuble de Montmartre avec un dossier sous le bras. Les filles l'accueillirent avec leur style distinct. Léa avec une étreinte enthousiaste, Chloé avec un compte rendu détaillé de son expérience scientifique, et Margot avec une évaluation minutieuse de sa ponctualité. « Qu'est-ce que c'est » demanda Margot en désignant le dossier alors qu'Antoine accrochait son manteau. « Quelque chose que je voulais vous montrer, » répondit-il. « Après le dîner, peut-être. » Camille avait laissé des lasagnes maison, et les 4 tombèrent dans leur routine. Antoine mettant la table pendant que Chloé calculait le timing précis pour réchauffer, Léa arrangeant les serviettes en formes élaborées et Margot supervisant toute l'opération avec sa liste de contrôle sur un presse-papier. Pendant qu'ils mangeaient, Antoine remarqua à quel point les choses avaient changé en 6 mois depuis leur première rencontre. Les conversations coulaient maintenant naturellement, des blagues privées s'étaient développées et sa présence était devenue normale, attendue même. Les triplés maintenaient encore certaines limites, certains sujets restaient tabous, certains souvenirs étaient privés. Mais les murs s'étaient considérablement abaissés. Après le dîner, alors que les filles débarrassèrent la table, un tableau des corvées bien en vue sur le réfrigérateur, Antoine ouvrit le dossier sur la table basse. « J'ai un projet sur lequel je voulais votre avis, » dit-il nonchalamment. Les filles se rassemblèrent, curieuses. À l'intérieur se trouvaient des dessins d'architectes,
des plans pour ce qui semblait être un grand appartement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chloé, étudiant déjà les mesures. « Je pense déménager » expliqua Antoine. « Mon appartement actuel est trop grand pour une seule personne et il ne ressemble pas vraiment à un foyer. Ce sont les plans d'un nouvel appartement que j'envisage. » Léa regarda les dessins. « Il a 4 chambres ?» ?»« Oui, » dit Antoine prudemment. « Une chambre principale et 3 autres. J'espérais que vous 3 pourriez m'aider à décider comment ces chambres devraient être conçues. » Les triplés échangèrent des regards, leur communication silencieuse à l'œuvre. « Pourquoi avez-vous besoin de 3 chambres supplémentaires ?» demanda directement Margot, toujours la pragmatique. Antoine prit une inspiration. C'était le moment qu'il avait préparé. Pas une révélation complète, mais un pas vers elle. « Eh bien, j'ai pensé que ce serait bien si, un jour, vous 3 vouliez peut-être rester dormir de temps en temps, si c'est quelque chose avec lequel vous seriez à l'aise. » Un autre échange silencieux entre les filles. Puis Chloé, pratique comme toujours. « Notre tante devrait approuver. » « Bien sûr, » acquiesça rapidement Antoine. « J'ai déjà parlé avec Camille. Elle pense que ce pourrait être une bonne idée, éventuellement, mais seulement si vous le voulez. » Léa examinait déjà les plans avec excitation. « Pourrions-nous avoir chacune notre propre chambre, avec des couleurs différentes ?»« C'est exactement ce que je pensais, » dit Antoine en lui souriant. « Chaque chambre conçue spécifiquement pour chacune de vous. » Margot resta sceptique. « On n'a jamais dormi ailleurs sans tante Camille, pas depuis maman. »« Je comprends, » dit doucement Antoine. « Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver tout de suite. C'est juste une planification pour des possibilités. » Chloé ajusta ses lunettes, étudiant l'agencement. « La chambre dans le coin reçoit le plus de lumière naturelle. Ce serait optimal pour mon télescope. » Margot lui lança un regard. « Tu choisis déjà ta chambre ?»« J'évalue les options, » corrigea Chloé. « C'est une analyse hypothétique. » Léa avait déjà attrapé un crayon et dessinait des ballerines en marge du plan. « Ma chambre pourrait avoir une barre le long d'un mur pour m'entraîner. » Antoine les observa attentivement, jaugeant leurs réactions. C'était un terrain délicat, suggérant une intégration plus profonde dans leur vie, une connexion plus permanente. De manière inattendue, ce fut Margot qui posa la question, qui flottait dans l'air depuis des mois. « Pourquoi faites-vous tout ça ? Pourquoi vous souciez-vous autant de nous ?» La pièce devint silencieuse. Même Léa arrêta de dessiner. Antoine sentit 3 paires d'yeux identiques le regarder, attendant. Il choisit ses mots avec soin. « Parce que vous 3 êtes les personnes les plus importantes de ma vie maintenant. Parce que vous connaître, passer du temps avec vous, a tout changé pour moi. »« Mais pourquoi ?» insista Margot. « On est juste des enfants que vous avez rencontrés à un enterrement. » Antoine jeta un coup d'œil vers la cuisine, où Camille était apparue sur le seuil, écoutant. Elle lui fit un petit signe de tête, la permission de gérer ce moment comme il l'entendait. « La vérité, dit-il doucement, c'est que je tenais énormément à votre mère, et je vois tellement d'elle en chacune de vous. Mais au-delà de ça, j'en suis venu à tenir à vous 3 pour exactement qui vous êtes. » Il fit une pause, puis ajouta « Certaines personnes entrent dans nos vies par la naissance, d'autres par hasard et d'autres par choix. Je choisis d'être dans vos vies, si vous me laissez continuer. » Léa bougea la première, venant s'asseoir à côté de lui sur le canapé. « J'aimerais une chambre violette, » dit-elle simplement. Chloé hocha la tête, prenant une note sur le plan. « L'éclairage dans la chambre du coin est vraiment supérieur, et j'aurais besoin d'étagères pour ma collection. » Margot ne se joignit pas immédiatement, mais son expression s'était adoucie. « Je suppose qu'avoir un autre endroit où rester de temps en temps pourrait être acceptable. » Puis, avec une franchise caractéristique. « Mais j'aurais besoin d'une bibliothèque, une grande. »« La plus grande que je puisse trouver, »
promit Antoine, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Plus tard, après que les filles soient allées se coucher et qu'Antoine se préparait à partir, Camille l'arrêta à la porte. « Vous vous en sortez bien avec elles, dit-elle à voix basse. Elles vous font confiance. » « Pas assez pour toute la vérité, répondit Antoine. « Pas encore. » Camille réfléchit à cela. Ce sont des filles intelligentes. Elles posent déjà des questions sur les similitudes qu'elles voient. Chloé surtout. « Je sais, j'ai juste peur qu'elles se sentent trahies. »« C'est un risque, termina Camille pour lui. Mais plus vous attendez, plus ce risque grandit. » Antoine hocha la tête, comprenant l'avertissement. « Bientôt, promit-il. Je veux juste m'assurer qu'elles se sentent en sécurité d'abord. » En quittant l'immeuble cette nuit-là, il jeta un coup d'œil aux fenêtres où dormaient les triplés. 3 petites filles qui avaient changé tout son monde. 3 filles qui trouvèrent progressivement leur chemin dans son cœur, alors même qu'il trouvait soigneusement, et avec espoir, son chemin dans le leur. « C'est vraiment grand, » murmura Léa, sa voix résonnant légèrement dans l'appartement vide. Les 4 se tenaient au centre de la nouvelle maison d'Antoine, un spacieux appartement de l'île Saint-Louis avec de grandes fenêtres donnant sur la Seine. 6 mois de planification, de conception et de construction avaient transformé l'espace exactement comme ils l'avaient envisagé ensemble. « Vous voulez voir vos chambres ?» demanda Antoine, essayant de contenir sa nervosité. Les triplés hochèrent de la tête, le suivant dans un couloir. Il ouvrit 3 portes, révélant 3 espaces conçus de manière unique. Celui de Margot avec des bibliothèques du sol au plafond et une banquette près de la fenêtre pour lire. Celui de Chloé avec un bureau intégré pour ses activités scientifiques et les fenêtres d'angle promises. Celui de Léa avec une barre de ballet, des murs violets doux et un chevalet près de la fenêtre. « Elles sont parfaites !» souffla Léa en tournoyant dans sa chambre. « Dimensionnellement optimale !» approuva Chloé, testant déjà la hauteur de son bureau. Margot passa ses doigts le long des dos des livres. Antoine avait rempli ses étagères de classiques et de favoris modernes. « Vous vous êtes souvenu de toutes nos demandes, » dit-elle à voix basse. « 2 chacune, » confirma Antoine. « Mais il y a une autre pièce que j'aimerais vous montrer. » Il les conduisit à une porte au bout du couloir. À l'intérieur se trouvait un petit bureau avec 3 photographies encadrées sur le mur. Élise avec chacune des filles, bébé. « C'est la salle des souvenirs, » expliqua-t-il. « Un endroit où votre mère fera toujours partie de cette maison. » Pour une fois, les 3 filles restèrent sans voix. La matinée était claire et fraîche alors qu'Antoine se tenait derrière les triplés au cimetière du Père-Lachaise. Presque exactement 1 an s'était écoulé depuis les funérailles de Sophie, le jour où il avait aperçu pour la première fois 3 petites filles identiques, le regardant de derrière un mausolée. Maintenant, ils se tenaient ensemble devant la tombe d'Élise, la pierre polie portant son nom captant la lumière du soleil d'hiver. Chaque fille tenait une seule rose blanche. « Maman adorait les roses blanches », expliqua Léa, plaçant la sienne doucement contre la pierre. « Elle symbolisait les nouveaux départs », ajouta Chloé, posant la sienne à côté de celle de Léa. Margot fut la dernière à placer sa fleur. « Et le souvenir ?» termina-t-elle doucement. Antoine resta silencieux, leur donnant ce moment. L'année écoulée avait transformé toute leur vie. Son existence luxueuse mais vide, maintenant remplie de récitals de danse, de projets scientifiques et d'histoires pour s'endormir. Leur monde de pertes s'élargissant progressivement pour inclure de nouvelles possibilités, de nouvelles connexions. Camille l'avait aidé à se préparer pour cette journée, sentant que les filles étaient enfin prêtes. Les triplés dormaient régulièrement dans son appartement depuis des mois maintenant, leur chambre devenant vraiment les leurs, remplie de trésors personnels et de souvenirs. Margot se tourna soudainement, ses yeux sérieux alors qu'il rencontrait ceux d'Antoine. « On sait, »
dit-elle simplement. Le cœur d'Antoine s'arrêta. « Savoir quoi ?»« Que vous êtes notre père, » clarifia Chloé. « On a compris. On a trouvé les lettres de maman, celles qu'elle ne vous a jamais envoyées. » Antoine s'agenouilla, rencontrant leurs yeux. « Je voulais vous le dire. »« On sait ça aussi, » l'interrompit Margot. Puis, après une pause qui sembla une éternité, elle s'avança et prit sa main. Léa s'approcha à son tour, son visage doux et compréhensif, et dit les mots qui guérirent la dernière fissure dans son cœur. « Maman serait contente que tu sois là maintenant, papa. »